Bonjour, donc je m'appelle Mélanie Albéric, j'ai 34 ans, infirmière depuis bientôt 10 ans et j'ai souffert longtemps d'obésité jusqu'au jour où j'ai pris la décision de suivre un parcours bariatrique pour me faire opérer. J'ai été opérée d'un bypass il y a maintenant 6 ans et j'ai perdu 56 kilos depuis. Alors, avant d'en arriver justement à ce stade de l'opération et de ta situation aujourd'hui, on va revenir pardon, un petit peu en arrière. Ce qui va m'intéresser, c'est de savoir comment tu vivais avant, quand s'est déclarée cette obésité, à partir de quel moment tu as été obèse et à quoi elle était due. Alors j'ai toujours été plus ou moins avec des rondeurs, mais jamais à un stade d'obésité, hein. Il faut savoir que j'ai perdu mon papa quand j'avais 19 ans, très subitement. Et du coup, dans la foulée, j'ai pas réussi à faire mon deuil et j'ai pris presque 30 kilos en une année. Donc là, vraiment, ça a été le summum, le plus haut poids que j'ai atteint, donc presque 130 kilos avant l'opération. Voilà, j'ai mangé mes émotions. J'arrivais pas à faire mon deuil. J'étais l'aînée d'une tribu. C'était compliqué pour moi. Voilà. Donc, j'ai pris beaucoup de poids suite à un choc psychologique finalement, ce qui arrive à beaucoup, beaucoup de personnes. Ok, quand tu dis j'ai mangé mes émotions, ça se traduit comment? Par des crises de boulimie ou par plutôt un état continu d'envie de manger? Raconte-moi un peu. Je ne ferai pas de troubles du comportement alimentaire, hein, mais voilà, quand j'étais triste, je mangeais. Si j'avais un petit moment où j'étais heureuse, je mangeais. Finalement, c'était plutôt des grosses, grosses quantités, comme ce besoin de se remplir. En fait, émotionnellement, j'étais vide complètement. Donc, du coup, il fallait que je remplisse et que je remplace par quelque chose. Donc, c'était la nourriture à ce moment-là. D'accord, donc alors on est quand même à un âge où 19 ans, on est encore dans l'adolescence, on se construit, les premiers rapports amoureux, ce genre de choses-là. Comment tu vis justement cette jeunesse, ces années étudiantes avec ce problème de poids qui vient se rajouter à tout ça? Alors, c'est très compliqué parce que moi, à 19 ans, donc j'étais déjà dans la vie active. J'étais gendarme adjointe. J'avais décidé de devenir infirmière militaire. Donc, j'étais en poste dans une brigade quand ça s'est passé, quand j'ai perdu mon papa. Donc, dans la foulée, j'ai pris du poids tout en étant en activité. C'était très compliqué. La vie de couple est difficile quand on a du poids en plus parce que souvent l'estime de soi est pas très bonne. Quand on sort avec les copines, l'estime de soi, c'est pas bon non plus. On se compare sans arrêt aux autres. On n'est pas à l'aise dans des vêtements. Dès qu'on mange quelque chose, on a peur du jugement des autres. Parce que malheureusement, la grossophobie existe aujourd'hui. Je me suis souvent fait insulter dans la rue, sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est difficile de vivre avec cette obésité. C'était difficile aussi pour moi après, parce qu'après mon école de gendarmerie, je suis devenue infirmière, j'ai repris mes études. Et en étant infirmière, forcément, on donne des conseils aux gens. Mangez bien, faites du sport, sauf que on se sent pas trop légitime quand nous-mêmes on pèse 130 kilos. C'était difficile pour moi parce que quand je montais des escaliers, j'étais très vite essoufflée. Quand je m'occupais d'une personne, j'étais tout de suite toute rouge, toute en sueur. On a les cuisses qui frottent pour pas dire autrement, qui parfois même saignent tellement ça fait mal. Et moi, j'étais incontinente urinaire. En fait, mon corps ne supportait pas le poids. Donc, quand je devais aller aux toilettes, souvent, j'y arrivais pas. Donc, ça, quand on n'a pas 30 ans, c'est quelque chose qui pèse énormément quand même sur l'aspect psychologique. Alors tu parles justement de la grossophobie, donc de ce racisme dont font preuve, dont feraient l'objet donc les personnes obèses. Comment l'as-tu expérimenté? Alors d'abord, de la part de qui il vient? Est-ce que c'est dans la famille, dans le milieu du travail, ou vraiment des purs inconnus comme ça gratuitement? Comment ça arrive et comment ça se traduit? Alors, j'ai envie de dire, la plupart du temps, c'est des inconnus. C'est des inconnus dans la rue qui nous croisent ou quand on fait du sport, parce que c'est pas parce que on est en situation d'obésité qu'on fait pas de sport, hein. Donc, regarde cette grosse vache, fallait se mettre à courir avant. On se fait cracher dessus, on se fait bousculer dans la rue. Ouais, t'es pas assez grosse, tu prends trop de place. Ça, c'est en tout genre. Après, dans le cercle familial et amical. Je dirais pas que c'est de la grossophobie, je pense plus que c'est un peu
J'ai pas le mot grossophobie, je le trouve trop fort. Je pense que c'est des gens qui sont pas mal intentionnés. Mais voilà, c'est la tante Gertrude qui te dit, oh, t'assois pas sur ce tabouret, il risque de craquer. Oh, mais tu vas continuer encore comme ça longtemps, tu vas pas trouver de mari. C'est des petites réflexions. On te resserre pas, t'as assez mangé quand même, regarde. C'est des réflexions au quotidien qui font mal et qu'on prend un peu comme des pierres. Souvent, j'assimile ça. On est un peu comme un savon qui s'effrite petit à petit. Notre estime de nous, elle est déjà très mauvaise. Donc forcément, quand notre entourage ou des inconnus dans la rue nous insultent, on a juste envie de se mettre dans un trou de souris. Et voilà, et j'ai souvent été témoin depuis que j'ai été opérée, j'ai souvent été témoin d'attaques grossophobes dans la rue, hein. Je m'en souviens d'une très puissante où j'ai vu un groupe de jeunes faire un croche-patte à une jeune fille. Elle est tombée par terre, mais littéralement, elle s'est éclatée par terre. Et je me rappelle avoir mis le frein à main dans ma voiture, j'étais dans les bouchons, je suis sortie, je suis allée lui venir en aide. Ben, les gens dans la rue, ils la filmaient. Il a filmé en train d'être tombé. J'imaginais déjà tous les TikTok en tout genre ou toutes ces choses-là. Donc, je l'ai aidé à se relever. Je m'en suis un peu prise au groupe de jeunes qui l'avaient violentée. Je me suis assise avec elle et la seule chose qu'elle m'a dit, c'est: Oh, merci madame, mais vous savez pas ce que c'est d'être grosse, hein. Moi, ce que je vis au quotidien, c'est dur. Et là, je l'ai regardée, mais j'en aurais pleuré. Et je lui ai dit: Si, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est parce qu'avant, j'étais grosse et ce que tu l'as subi, je l'ai subi aussi. Et tout ça pour dire que on ne doit pas subir ça aujourd'hui. On est en 2023. Il faut arrêter avec toutes ces attaques. On n'est pas gros par choix finalement. C'est une maladie, l'obésité. Et les gens, ils ont beaucoup de mal encore à l'entendre. C'est ça, en fait, on considère peut-être, enfin, alors ces gens-là considèrent que les personnes fortes sont coupables en fait de leur état et c'est pour ça qu'ils font preuve de méchanceté. C'est ça que tu penses? Oui, complètement. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui sont juste maladroites, peut-être, mais beaucoup, je pense que la majorité des cas, pensent que si on est gros, c'est parce qu'on mange mal, qu'on ne fait pas d'activité physique, et voilà, qu'on est gros en gros par choix, et puis que ben, si on continue à manger, ben, c'est normal qu'on va être gros. Sauf que ben, l'obésité, elle peut venir de plein de choses, de plein d'aspects, que ce soit psychologique, médical, tout simplement. On sait que des problèmes de thyroïde peuvent engendrer une obésité, un choc psychologique trop important. Il y a plein de choses. Et en fait, je trouve qu'il y a un manque d'empathie par rapport aux personnes qui sont en situation d'obésité, ce qui m'amène aujourd'hui ben, à lutter contre tout ça pour que l'obésité soit considérée comme une maladie et non par choix, en fait. Bien sûr. Alors justement, toi tu es monté jusqu'à 130 kilos, tu as vécu bah, tous ces problèmes, surtout cet effritement de l'estime de soi comme tu l'as très bien décrit. Quel est le déclic à un moment donné qui te dit stop? Alors, le déclic, c'est ma gynécologue à l'époque. Donc, je dirais qu'à la base, c'est médical. C'est ma gynécologue qui me dit, écoute, Mélanie, si tu veux faire un enfant parce qu'on voulait agrandir la famille, moi, je te suivrai pas. Je pense qu'en tant qu'infirmière, tu sais les risques que tu prends. Si par-dessus tes 130 kilos, tu mènes une grossesse. Tu as plein de risques en tout genre, tu les connais. Et moi, je pense que c'est pas bien. Donc, en fait, elle me refusait de me suivre, de me conseiller. Donc au début, je l'ai très mal pris. Je l'ai pas insulté, mais pas loin. Et aujourd'hui, avec du recul, ben, je me dis que ça, plus un autre événement qui m'est arrivé la même journée, ben, finalement, m'ont aidé à me lancer dans un changement de vie, quoi, finalement. Donc je la remercie aujourd'hui du fond de mon cœur de m'avoir un peu mis ce mur face à moi. C'était très dur au début, mais finalement, c'est un mal pour un bien. Hmm, un mal pour un bien. L'autre événement, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Alors, l'autre événement, bah, je suis allée manger dans un fast-food donc avec ma famille. Et puis, je me rappelle, à l'époque, notre petite était petite et donc je l'ai accompagnée aux toilettes. Et là, à un moment donné, bah, il y a une petite fille dans les toilettes qui est venue me caresser le ventre et qui a regardé sa maman en lui disant: Oh là là, maman, la dame, elle a un bébé dans son ventre. Et la maman, elle a vu la détresse dans mes yeux. Vraiment, je me serais effondrée. Et c'est notre petite, je me souviens plus quel âge elle avait, mais elle était petite, qui a repoussé cet enfant en lui disant: Non, mais tu dis n'importe quoi. Puis là, elle m'a regardée et vraiment son regard disait: Ça va aller, t'inquiète pas. Et ça, plus le rendez-vous, m'ont fait me dire que c'est pas la vie que je voulais pour plus tard finalement. Ok, donc une journée forte en émotions, dure à encaisser, mais finalement, effectivement, un nouveau départ psychologiquement. Euh,
quelle solution, quelle décision tu prends? Alors là, voilà, qu'est-ce qui s'offre à toi en fait? Comment tu peux remédier à cette situation? À ce moment-là, donc, je sais que j'ai essayé plein de régimes donc, depuis des années en tout genre, des cures amaigrissantes, tous plus connus les uns que les autres. Et je me dis, bon, j'ai plus de solution, j'y arrive pas. Ben, je vais me tourner vers la chirurgie bariatrique. Donc, moi, je connaissais plutôt la sleeve parce qu'on développe relativement plus la sleeve que le bypass. J'avais des préjugés sur le bypass, sur le ballon gastrique, toutes ces choses-là, je connaissais pas trop. Donc, j'ai cherché sur Google un centre autour de chez moi, un centre qui proposait un parcours bariatrique. J'en ai trouvé un, j'ai pris mon premier rendez-vous. Et là, ben, je me suis dit, bon, ben, allez, c'est parti, le processus s'enclenche. Donc, j'en ai parlé à mes proches, j'en ai parlé à mon mari. Et je me rappelle vraiment d'une phrase que mon mari m'a dit, c'est si tu le fais pour toi, ok, il n'y a pas de problème, je te soutiens. Mais ne le fais pas pour quelqu'un d'autre. Parce que c'est une opération qui va changer ta vie, qui va changer la vie de la famille. Il faut que tu sois prête et armée pour ça. Donc j'étais prête, j'étais armée. Et ensuite, tout s'est enchaîné assez lentement, mais je trouve que c'est quand même très bien et c'est primordial que ça soit lentement. Mon suivi a duré en tout presque 10 mois avant que je me fasse opérer. D'accord. J'ai été beaucoup préparée. J'ai eu beaucoup de séances d'information, donc avec des diététiciennes, psychologues, des spécialistes. J'ai eu un témoignage. Je me rappelle, c'était un homme d'une cinquantaine d'années. Alors, c'était compliqué pour moi parce que ben, j'arrivais pas à me projeter finalement. C'était un homme, il était beaucoup plus âgé que moi. Moi, j'avais envie de quelqu'un qui me dise, bon, ben voilà, Mélanie, ta vie, ça va être ça une fois Mhm. que tu seras opérée. J'ai pas trouvé. Facebook, Instagram, tout ça, il y a 6 ans, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Mhm. On trouvait pas de témoignages ou alors des personnes qui avaient occulté complètement leur vie d'avant et qui me montraient pas ce que j'avais besoin. Donc, à ce moment-là, ben, j'ai ouvert une page Facebook, Instagram et j'ai commencé un peu à raconter mon parcours comme on raconte une histoire. Mhm. Et tout est parti de là. Alors, justement, cette histoire, tu vas nous la raconter un petit peu. Alors, tu as fait le choix du bypass. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est exactement? Oui, alors en fait, il existe plusieurs sortes de chirurgie, deux notamment principales. Donc, il y a le bypass que j'ai fait moi. Là, c'est un court-circuit au niveau de l'estomac. Donc, on coupe une partie de l'intestin et on crée une petite poche gastrique. Et il y a aussi la sleeve qui, elle, est plus simple à expliquer. C'est qu'en fait, on coupe l'estomac un peu comme une banane, une forme de banane. Mhm. Donc voilà, donc ça, c'est les deux types de chirurgie qui se proposent. Donc moi, j'ai eu un bypass. C'est une chirurgie qui a plus d'une vingtaine d'années de recul. C'est une chirurgie qui dure à peu près 1 heure et demie. Est-ce que c'est ce qu'on appelle communément l'anneau gastrique? Alors, pas du tout. Pas du tout, ok. L'anneau gastrique n'est pas chirurgical, en fait. Ok. C'est quelque chose qui est réversible. Une fois qu'on enlève l'anneau, l'estomac reprend sa place, sa forme initiale. La D'accord. sleeve ou le bypass, c'est des opérations, plutôt le bypass qui est irréversible. On peut faire un bypass sur une sleeve, mais on ne peut pas faire l'inverse par contre. Ok, d'accord. Donc, 10 mois entre la prise de décision et l'opération, donc 10 mois de parcours pour être sûr de ce que tu veux faire. Et, et- et donc, l'opération en elle-même, elle se passe bien. L'opération en elle-même se passe bien, donc je rentre le matin à l'hôpital, je me fais opérer, je me souviens être levée l'après-midi même. Maintenant, après, c'est très personnel, j'ai beaucoup souffert les 3 premiers jours, ce serait mentir que de dire l'inverse. J'avais vraiment cette sensation d'être coupée en deux. Il se passe beaucoup de choses en termes de chirurgie quand on se fait opérer d'un bypass. Donc, j'ai vraiment souffert les 3 premiers jours. Après, il y a un retour à la maison qui est relativement rapide. Et une fois qu'on est à la maison, ben là, si on n'est pas bien préparé, c'est difficile. Moi, j'étais bien préparée. Euh, les douleurs s'atténuent relativement vite. Moi, j'ai souvenir d'avoir mangé mixé, donc vraiment des purées pendant le premier mois, puis d'avoir intégré un petit peu plus épais, des petits morceaux petit à petit, pour au final manger quelque chose de normal. Mais la vie change littéralement après ce genre d'opération, c'est clair. Ça fait combien de temps là que tu as été opéré? Ça fait 6 ans. 6 ans, d'accord. Donc, au bout de combien de temps on récupère une vie à peu près normale en termes d'alimentation? En termes d'alimentation, je dirais qu'il faut se laisser 4-5 bons mois. D'accord.
Maintenant, quand je dis c'est de l'alimentation normale, c'est-à-dire qu'on peut manger de tout, mais en toute petite quantité, pour avoir à peu près une assiette équivalente à une assiette normale, je dirais qu'il faut plus un an et demi, hein. D'accord. Alors du coup, De poids massive, elle se fait, le changement, le gros changement, il est dans les 18 premiers mois post-opération. mhm. Oui, du coup, ton corps, alors il passe de une quantité auparavant ingurgitée plus ou moins importante à une quantité très réduite, quoi. Donc comment le corps s'adapte lui? Est-ce qu'il y a pas des carences, des choses comme ça qui se déclarent? Si, il y a des carences qui se déclenchent assez rapidement. Après, on nous apprend à ne pas boire en même temps qu'on mange parce que forcément, on va remplir très vite notre estomac. Donc, on boit avant ou on boit après, mais on boit pas pendant parce que le peu d'apport qu'on peut avoir, il faut qu'il soit de bonne qualité, je dirais. Donc, il Ouais. faut manger les protéines en premier, ensuite les légumineuses et en dernier, si on a encore faim, des féculents. Mais souvent, au début, on n'y arrive pas. Donc voilà, on mange différemment et il y a des carences qui arrivent. En général, on fait un bilan sanguin relativement souvent, à peu près tous les 3 mois. Mhm. Et là, il y a des carences. Donc il y a des carences, il y a des personnes qui peuvent avoir aucune carence et on peut avoir jusqu'à à peu près 10 carences. Donc pour ma part, j'ai toujours eu des carences, pratiquement toujours les mêmes, hein, le fer, la vitamine B12, l'acide folique, le calcium, des choses un peu basiques mais ce qui entraîne quand même à avoir des compléments tous les jours. La vitamine B12, bah, c'est une piqûre tous les 3 mois, donc c'est une piqûre intramusculaire, c'est une piqûre qui fait mal, c'est une piqûre qui est indispensable de faire parce que des carences en vitamine B12 qui ne sont pas traitées peuvent entraîner des gros problèmes neurologiques, Mhm. des troubles de l'attention ou voire des choses même irréversibles. Donc l'observance thérapeutique après ce genre de chirurgie, il est important. Alors après, c'est facile pour moi parce que je suis infirmière, donc forcément, bah, prendre des médicaments, faire un pilulier, ça me semble simple, mais une personne lambda qui a un peu de difficulté à prendre ne serait-ce que sa pilule tous les soirs, ça peut être très compliqué. Ok, donc il y a tout un parcours post-opération. Ce que je comprends, c'est qu'effectivement, l'opération n'est pas une fin en soi. Après, il y a des habitudes à prendre, en fait, hein, des nouvelles habitudes à prendre. Toi, aujourd'hui, 6 ans après, est-ce que tu considères que tu es tiré d'affaire ou c'est encore un combat de tous les jours? Alors, je dirais moi, je me considère comme bypassée à vie. Pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que je suis toujours très observante au niveau de mes carences. Alors, à 6 ans post-op, j'estime que je peux faire une prise de sang plutôt tous les 6 mois plutôt que tous les 3 mois. Si je suis pas bien, je vais le sentir assez rapidement que je suis fatiguée. Donc là, potentiellement, je serai en carence de fer. Je vais faire attention. Pour l'alimentation, c'est aussi relativement facile. Maintenant, je dirais que ce genre d'opération, c'est un sacré levier pour lutter contre l'obésité. Mais cette maladie, elle est en nous finalement. Donc aujourd'hui même, après 6 ans après, euh, tous les jours, je dois quand même lutter contre cette obésité qui guette autour de moi. C'est-à-dire que je dois faire du sport, que je dois faire quand même attention à ce que je mange, parce que même avec un bypass, si le peu que je mange, c'est de la nourriture qui n'est pas bonne, forcément, à un moment donné, je vais reprendre du poids. J'aurai Ouais, du moins faim pour perdre correctement. tu as encore des fluctuations de poids quand même. Alors là, actuellement, j'ai plus de fluctuations de poids. Je suis stable depuis plusieurs années. Il y a des prises de 3 4 kilos, des pertes de 3 4 kilos, mais pour moi, ça reste minime quand on voit tout ce que j'ai perdu. Et j'apprends avec le temps à être un peu indulgente avec mon corps aussi. Forcément, en hiver, je fais moins de sport qu'en été, donc je vais avoir tendance à prendre 3 ou 4 kilos. Mais tant que ça reste à peu près dans ces fourchettes-là, je m'inquiète pas trop. Mais faut être un peu indulgent avec son corps quand même. Bon, je vois donc que maintenant tu vis bien avec tout ça, que voilà, tu as accepté et que tu vis en paix avec ton corps et avec ton nouveau toi. Ce qui te permet aussi donc justement d'aller vers les autres, puisque non seulement tu as ouvert ces fameux réseaux sociaux dont tu as parlé tout à l'heure, tu vas nous en parler maintenant, tu as écrit aussi un bouquin et tu as même fondé une association. Donc alors, est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Oui, alors les réseaux sociaux, ben, ça a commencé au début de mon parcours. Finalement, j'avais besoin de témoignages. Donc, du coup, je me suis dit, il n'y a rien qui existe. Ben, je vais créer une page Facebook et puis je raconte ma vie un peu tous les jours, mais vraiment sans être dans l'excès, sans partager tous mes faits et gestes. Mais je raconte aussi bien le positif que le négatif. C'est-à-dire que s'il y a une journée où ben, tout ce que je mange, ça ressort, que ce soit par des vomissements ou par des troubles intestinaux, je vais Mhm. le raconter à mes abonnés Ouais. parce que je pense que c'est ça qu'ils ont besoin de Mhm. savoir.
Ils n'ont pas besoin de voir que mon visage, il est en train de devenir tout fin, que mon corps est plus harmonieux. Ils ont besoin de voir que ben, quand on perd presque 60 kilos, on a la peau des bras qui pend, qu'on peut avoir des cicatrices, des vergitures. Donc, je commence par les réseaux sociaux comme ça, petit à petit. Et en parallèle, ben, moi qui ai toujours aimé écrire, je dis à mon mari, bon, ben, je crois que c'est le moment, je vais me lancer. Donc, je commence à écrire un premier chapitre, un deuxième chapitre. Et après, je me dis, bon, ben, allez, on y va, quoi. Donc, je finalise mon livre. Je décide de l'auto-éditer, c'est-à-dire que je n'ai pas de maison d'édition, je fais tout Mhm. toute seule. Et je lance le premier tome, pour le coup. Je dis premier tome parce que le deuxième est en cours d'écriture, pour le coup. Bravo. Donc, voilà. Et ensuite, ben, dans la finalité, enfin dans la finalité qui n'est pas une finalité parce que tout évolue assez vite, je décide de pouvoir, de mon statut d'infirmière avec mon expérience, conseiller les gens. Donc du coup, je crée Obesited, qui est toute récente, Mhm. qui date de fin novembre. Et ben, en parallèle, dans la foulée, je décide aussi de me lancer dans la création d'une auto-entreprise qui est tout nouveau. Ça, c'est un petit peu le scoop finalement pour pouvoir devenir consultante en parcours bariatrique finalement. Donc pouvoir faire que ça, c'est-à-dire conseiller les gens parce que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes sur les réseaux sociaux de gens qui se sentent un peu à l'abandon, que ce soit avant une opération ou après, finalement de pouvoir être là pour pouvoir soutenir un maximum de personnes. Ok. Donc aujourd'hui, alors d'abord, tes réseaux sociaux, on te trouve comment? Comment on peut te contacter? Alors, mes réseaux sociaux ont tous le même nom, c'est pas compliqué, c'est ma vie avec un bypass. Ok. Donc sur Facebook et sur Instagram. Sur Facebook et sur Instagram, donc il y a une page sur Facebook, une page sur Instagram. Et sur Facebook, j'ai aussi créé un groupe de parole qui est privé, qui s'appelle Ma vie avec un bypass, virgule, parlons-en, où là, toute personne intéressée par la chirurgie bariatrique peut intervenir, peut poser des questions, ça peut être anonyme. Et c'est un groupe privé, donc je modère un petit peu tous les commentaires pour que ça soit toujours dans la bienveillance. Mhm. Et on peut aussi me trouver par l'association, donc Obesited. Qui se trouve où? Elle est basée à Tarbes. À Tarbes, hein, c'est bien ça. Donc cette association, elle sert à quoi? C'est un espace d'accueil, de parole, éventuellement de conseil. Tout à fait. C'est un espace d'accueil, de parole. J'aimerais vraiment pouvoir développer le fait. J'organise assez régulièrement des bypass cafés, comme je les appelle, dans des salons de thé. J'en ai fait quelques-uns sur Tarbes, où j'ai eu la chance d'avoir la collaboration d'un chirurgien de peau, avec qui je communique assez régulièrement justement sur ces parcours-là. Donc, j'aimerais vraiment créer des rencontres, que ce soit pour les personnes qui ont été opérées ou les personnes qui se posent des questions, Mhm. mais aussi pour leur entourage finalement, parce que on délaisse souvent régulièrement ben, les maris, les femmes, les enfants, les sœurs, les frères, peu importe, qui eux peuvent se poser des questions, qui eux se disent, voilà, ma sœur, je pense qu'elle est en situation d'obésité, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux la conseiller pour être toujours ben, dans la bienveillance, pas trop dans le jugement. Donc vraiment, j'aimerais développer cet espace de groupe de parole et j'aimerais pouvoir, dans un monde idéal, m'associer avec une diététicienne pour éventuellement faire des cours de cuisine, un professeur d'activité physique adaptée pour pouvoir proposer une ou deux fois par mois une activité qui est adaptée aux personnes en situation d'obésité. Voilà un petit peu plein de projets pour Obésité. Ok. Aujourd'hui, donc l'association est assez récente. Y a-t-il déjà des gens qui t'ont contacté, qui sont venus te voir pour témoigner ou pour demander conseil, demander de l'aide? Oui, j'ai déjà reçu des messages sur les réseaux sociaux pour des gens qui souhaitaient devenir membres d'Obesited. Donc, du coup, je suis en train de créer tout ça, créer des cartes de visite, des flyers pour un peu développer cette communication autour de l'association. Ce sont, alors, tu vas t'adresser aux gens qui sont autour de Tarbes ou même au-delà aussi? Alors, écoute, franchement, j'ai du monde de partout. Oui. J'ai du monde de partout. Je dirais que Tarbes, c'est là où j'en ai le moins. C'est pas étonnant. J'en ai beaucoup sur Pau, j'en ai beaucoup sur Toulouse, j'en ai même en Belgique, j'en ai en Suisse, j'en ai au Canada. Mhm. Donc j'ai vraiment un peu de tout sur mes réseaux sociaux, ce qui fait que aujourd'hui, ben, avec l'ère d'Internet, on peut faire des réunions, des trucs collectifs même à l'autre bout du monde, donc c'est génial. Mhm. Mais j'ai pas mal de demandes, ouais, un peu partout, c'est super, c'est génial. Et
tous témoignent de cette souffrance également. C'est vraiment une souffrance d'être en surpoids comme ça, enfin un état d'obésité aussi prononcé. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui souffrent d'obésité, qui se cachent hein, finalement derrière un mur, ben, comme on le fait tous. Hein. Le fait d'être obèse, ben, on a une carapace sur soi. Mais je sais que lors de plusieurs échanges que j'ai pu avoir, ben, les gens finalement se livrent un peu à moi comme à cœur ouvert. Ils me racontent leur vécu, leurs histoires, tout ce qu'ils peuvent vivre dans la rue au quotidien. Et c'est difficile, ça me heurte profondément que des gens puissent se faire insulter. Des gens puissent se faire taper, se faire cracher dessus. Enfin, j'ai beaucoup de mal à me dire qu'en 2023, quelqu'un d'obèse dans la rue qui est malade, Mhm, parce qu'il faut le dire et je le répète, ben, puisse se faire insulter. C'est comme si on riait de quelqu'un qui est diabétique ou de quelqu'un qui a le cancer, quoi, finalement. mhm. Mais les gens, pour eux, l'obésité, ben, c'est un choix. Sauf que non. Donc, c'est très compliqué. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui souffrent et je trouve que c'est triste. Et pour aider ceux qui souhaitent donc avoir des renseignements sur cette démarche et ceux qui souffrent justement de cette situation-là, comme toi tu as pu le vivre, parce que rien de mieux que quelqu'un qui a suivi le parcours pour inspirer et conseiller ceux qui veulent changer leur vie à ce niveau-là. Oui, j'espère. En tout cas, moi, j'aurais voulu l'avoir. Ben, bien sûr, bien sûr. Alors, on va rappeler juste, avant de se quitter, les réseaux sociaux pour qu'on puisse te contacter si jamais voilà, quelqu'un, suite à cet entretien, suite à cette vidéo, souhaite prendre contact avec toi. Je te laisse répéter le nom du Facebook et de l'Instagram. Oui, alors le Facebook et le Instagram sont ma vie avec un bypass. Si vous avez envie de discuter et de partager, il y a aussi un groupe de parole qui s'appelle Ma vie avec un bypass, virgule, parlons-en. Et c'est vraiment des groupes qui sont bienveillants. Je vous invite à y aller vraiment sans peur et pour pouvoir poser toutes vos questions parce que ben, personne n'a le droit de subir la grossophobie aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul.